il est bon ton de se dire qu'on va mourir vieux et qu'effectivement le gériatre pourrait, ça pourrait être une question effectivement vraiment gériatrique. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose que l'on aborde forcément systématiquement et aisément, parce qu'effectivement il y a des tempos qui sont à respecter en gériatrie et celui-là en est un. Je vais, pour illustrer mon propos, vous donner l'exemple d'une dame que j'ai vue une fois en consultation. Cette dame avait 88 ans. Elle prenait en fait la place d'une annulation de dernière minute et c'était une consultation que ma secrétaire m'avait dit, c'est une consultation urgente. Et je vois donc arriver, donc moi je fais de la consultation mémoire principalement, donc je m'occupe des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, on reparlera après dans l'évolution de la pathologie. Et donc en fait, je vois arriver une dame qui me semblait très âgée, recroquevillée sur son fauteuil, poussée par sa fille qui avait l'air épuisée. Et donc je regarde d'un air interrogatif ma secrétaire, puisque ça ne correspond pas vraiment au type de patient que je suis censée recevoir. Et donc en fait j'ai vu arriver cette dame qui geignait sur son fauteuil, qui avait l'air vraiment en grande souffrance, si ce n'est pas physique, mais au moins psychique. Et donc en fait la fille de la dame a demandé à me voir, et elle me raconte l'histoire de cette dame de 88 ou 89 ans, qui, l'année précédente, c'était une dame qui avait un bon niveau, qui avait commencé dans la fonction publique comme aide-soignante et qui avait terminé à la direction des ressources humaines de l'hôpital dans lequel elle avait travaillé. Et donc, cette dame vivait jusque-là sans aucun problème de santé. Et l'année précédente, on lui a annoncé une leucémie aiguë. Et elle a combattu sa maladie. Elle a souhaité avoir une chimiothérapie, parce que c'était une dame qui était en capacité de la recevoir, qui n'avait pas de comorbidité, qui était en bonne forme. Et une fois guérie, en fait, ou au moins stabilisée, quelques mois plus tard, elle était hospitalisée pour une suspicion d'AVC, parce qu'en fait, elle ne parlait plus. Finalement, elle reçoit tous les examens, on la renvoie chez elle, pas d'AVC. Elle se jette de son fauteuil roulant par terre. On l'a fait réhospitaliser en se disant que c'était quand même pas normal. Elle va dans un service là de rhumatologie, parce qu'on se dit peut-être elle ne peut pas marcher. Non, le rhumatologue la renvoie. Rien de rhumatologique. Pour finir, elle est allée en psychiatrie, où là on a dit peut-être elle fait une catatonie. On a essayé le Temesta, toutes les techniques habituelles. Elle ne parlait toujours pas, elle était toujours prostrée. Donc pour finir, un peu comme si elle venait à Lourdes, elle arrive à ma consultation. Donc la fille me raconte ça, et voilà, m'expliquant qui était sa maman avant. Et donc j'ai demandé à voir la dame. Après ce long entretien avec sa fille, j'ai demandé à la voir seule. Cette dame geignait beaucoup, et la seule chose qu'elle savait me dire autrement, c'était « je veux voir ma fille ». Donc je lui dis non, je la recevrai toute seule. Et je lui dis « écoutez, vous allez me répondre par oui ou par non ». Et donc je lui retranscris ce que j'avais compris de son histoire. Et donc elle me dit oui, effectivement, que j'avais bien compris, qu'on lui avait fait l'annonce d'une maladie grave, et qu'elle s'était battue comme un lion, et que là, je lui dis par contre, maintenant on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je pense que vous êtes en souffrance sur le plan psychique, mais pouvez-vous un petit peu m'éclairer? Et là, en fait, elle me dit « je ne veux pas souffrir ». Ah, première vraiment parole, phrase dite. Et donc, en fait, au fur et à mesure, elle a réussi à s'ouvrir un petit peu dans son fauteuil et à me faire part qu'effectivement, ça avait été très difficile, cette annonce diagnostique. Elle l'avait vécue de façon très brutale, mais qu'en même temps, elle avait compris que si elle ne se faisait pas soigner, elle allait mourir. Et qu'en fait, elle avait pris conscience tout d'un coup, à 89 ans, de sa mortalité. Voilà. Et ça avait été très violent pour elle. Et sur le coup, elle s'était battue parce qu'elle était dans le combat. En gros, elle s'était dit qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle allait vivre. Et puis en fait, finalement, après avoir eu tous ces traitements, après avoir traversé tout ça, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas pu verbaliser tout ce qu'elle voulait dire. Donc on a mis un traitement antidépresseur, je l'ai revu au bout de quelques jours. Et là, en fait, elle m'a dit, oui, effectivement, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est que je voudrais qu'on tienne compte du fait que moi, je ne veux pas souffrir. Je voudrais vivre dignement et mourir dignement, sans souffrance, et j'aimerais partir chez moi. Donc je lui dis que tout ça, ça pouvait faire, effectivement, l'objet de la rédaction de directives anticipées, et que, si elle le souhaitait, on allait pouvoir mettre ça ensemble, en parler, et puis pourquoi pas l'écrire. C'était normalement à elle de l'écrire. Donc, qu'elle en parle avec son entourage, et effectivement c'est ce qu'on a fait. Donc elle a rédigé ses directives anticipées en consultation mémoire, alors que c'était pas forcément l'endroit au départ, mais finalement ça a apaisé cette personne, ça a apaisé sa famille,
Et elle avait donc un traitement de chimiothérapie orale qui a amené à beaucoup d'inconfort au fur et à mesure. Et un jour, elle a décidé, on en a parlé ensemble, on a parlé avec sa famille, d'arrêter son traitement. Parce que la vie qu'elle vivait n'était plus la vie qu'elle souhaitait mener. Puisqu'en fait, elle avait des douleurs buccales, qu'elle ne pouvait plus s'alimenter, qu'elle était sans arrêt fatiguée, que la vie était devenue inconfortable. Elle a décidé d'arrêter son traitement, on a fait part à la famille, qui a été accompagnée, il y a eu la Chalet qui est intervenue, le médecin traitant, elle a terminé ses jours chez elle, comme elle le souhaitait. Mais effectivement, le fait de pouvoir libérer cette parole lui a fait un bien énorme. Je ne pense pas que le traitement antidépresseur a été le seul à améliorer la situation, même s'il y a participé. Mais voilà, il y a des tempos chez la personne âgée. Et là, dans cette situation de crise, sur le moment, face à la crise, elle n'a pas été en capacité de le dire, mais elle a été en capacité de le verbaliser plus tard, une fois voilà, la situation de crise passée. Moi, en consultation mémoire, c'est quelque chose que je vais aborder, mais évidemment pas lors de la première consultation, sauf si le patient ou parfois les familles très stressées me demandent qu'est-ce qui va se passer après. Alors effectivement, le pire n'est jamais sûr. On peut très bien avoir une maladie d'Alzheimer et mourir dans son lit du jour au lendemain sans que ça ait été prévu. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va aborder, qu'on n'abordait pas forcément avant. Moi, que personnellement, je n'aborde pas forcément spontanément en disant aux gens, voilà, je vous ai annoncé qu'il y avait une maladie d'Alzheimer, avez-vous des directives anticipées? J'attends la porte ouverte. Et effectivement, quand la personne me dit, mais comment ça va évoluer tout ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Moi, si je veux rester chez moi, mais que c'est pas possible, comment? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions au fur et à mesure d'évolution de la pathologie. Si je vois les gens alors qu'ils ont encore des capacités de jugement et de verbalisation, parce que parfois les gens arrivent pour des consultations assez tardivement, et c'est parfois assez difficile de pouvoir avoir des directives anticipées vraiment fiables avec des patients qui arrivent à des stades parfois évolués de la maladie pour une première consultation. Donc c'est vrai que en gériatrie, la question se pose parce que voilà, c'est l'âge et la maladie. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir évoquer forcément facilement puisqu'on est dans une situation de crise et que c'est parfois pas le moment, notamment sur le plan psychique pour les personnes âgées qui ont besoin de temps. Et effectivement, quand on leur annonce un diagnostic de maladie grave, comme le diagnostic de leucémie avait été annoncé à cette dame, annoncer un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui doit prendre du temps. C'est pas quelque chose qu'on doit annoncer de façon brutale, il n'y a pas d'urgence, comme dans le cas par contre de la leucémie aiguë où effectivement il y avait certainement une urgence à traiter. Chez les malades d'Alzheimer, l'urgence n'est pas présente au moment du diagnostic et de l'annonce. Mais effectivement, il faut réussir à aborder, à attendre la porte ouverte pour que les personnes puissent en parler. Ils ne souhaitent pas forcément les rédiger par écrit parce qu'effectivement c'est assez compliqué. Mais l'idée c'est de les amener quand même à en parler avec leurs proches et si possible effectivement de les rédiger. Parce qu'effectivement cette feuille blanche, alors si elle est complètement blanche, effectivement il y a le stress de qu'est-ce que je vais mettre. Et effectivement pour les admissions en EHPAD, là, effectivement, moi je vais dans des EHPAD et j'ai accompagné aussi bien des patients que des gens de la famille pour des entrées en EHPAD où on voit effectivement ces feuilles que moi personnellement je trouve très violentes. Voulez-vous être intubé? Voulez-vous être amputé? Voulez-vous ci? Voulez-vous ça? Oui, non. Et bien effectivement, l'entrée en EHPAD, c'est un temps compliqué pour la personne âgée et c'est pas forcément le temps psychique pour la personne d'être interrogée là-dessus. Et puis effectivement, on a le droit de ne pas vouloir le faire. Ça, c'est, effectivement, autant on a le droit d'être informé sur la possibilité que ça existe, autant l'obligation de les rédiger, non, ça n'en est pas une. Alors, en plus, dans les EHPAD, je me dis un petit peu, parfois la nuit, notamment, on a des veilleuses qui ne sont ni des aides-soignantes, encore moins des infirmières, qui peuvent être confrontées à des situations délicates. Mais donc, effectivement, les directives anticipées en gériatrie, c'est quelque chose, je pense, qui va être amené à se développer de plus en plus, mais je pense que le temps, on va l'évoquer. Et effectivement, le fait qu'il n'y a pas d'urgence, je pense, à les rédiger, c'est vraiment important, parce qu'effectivement, le temps psychique de la personne âgée n'est déjà pas le temps psychique d'une autre personne, et d'autant plus dans une situation de crise. C'est donc effectivement quelque chose qui est compliqué.
Et pour ma part, en plus, moi je gère des unités qu'on appelle d'hébergement renforcé, c'est-à-dire que ce sont des unités où on accueille des patients qui ont des troubles cognitifs avec des troubles du comportement évolués. Ça veut dire qu'on a des patients qui arrivent avec des stades sévères de la pathologie et des patients de plus en plus jeunes, puisque maintenant on a des patients fréquemment qui peuvent avoir 50, 57 ans pour le dernier. On a eu des patients qui sont décédés à 51 ans dans le service, avec éventuellement des pathologies familiales, donc c'est aussi une hérédité par moment qu'il faut du coup intégrer dans la prise en soin. Mais quand les patients arrivent, les résidents du coup maintenant arrivent dans ces lieux de vie qui sont les unités d'hébergement renforcé, effectivement les directives anticipées n'ont souvent pas été élaborées avant. Et il faut faire, nous, en notre âme et conscience, et en même temps interroger les familles qui sont dans des souffrances depuis des années et qui sont partagées effectivement entre le souhait de garder la personne vivante et en même temps face à une maladie inéluctable et irréversible. Voilà, on est là pour les accompagner jusqu'au bout. Avec des soins palliatifs qui se font fréquemment dans l'unité. Et donc c'est effectivement difficile de parler de la fin de la vie des gens qui ont des maladies d'Alzheimer, qu'ils soient jeunes ou âgés, de toute façon, parce que c'est très difficile pour quelqu'un de 75 ans de perdre sa maman de 90 ans. Et c'est très compliqué pour un époux ou quelqu'un de jeune de perdre son conjoint ou son papa et sa maman qui a 50 ans. Mais qui n'a pas pu effectivement rédiger des directives anticipées avant. Donc on essaye d'y réfléchir déjà en amont. C'est pour ça qu'en consultation mémoire, l'idée c'est quand même d'arriver à en parler à un moment donné. Mais systématiser ce moment, c'est complexe. Voilà. Parce qu'on fait face à beaucoup de questions et que les personnes ne sont pas forcément en aptitude psychique ou cognitive de rédiger ces directives anticipées. Voilà ce que je voulais aborder avec vous.